L'erreur qu'on a tendance à faire sur les problèmes de dette, c'est de croire qu'on remet des problèmes à plus tard et qu'on remet le paiement plus tard et que ça fera mal plus tard. Non, les problèmes de dette, ça fait mal aujourd'hui de plein de manières différentes. La dette est tellement considérable et les taux sont tellement forts que en fait, les intérêts bouffent tout et que même si vous avez un solde primaire qui est positif, une fois que vous mettez les frais financiers, vous faites démonter. Donc il y a un moment, il y a deux choses. Il faut gérer le flux. Il faut gérer le stock aussi. On est arrivé à un stade où le stock n'est plus gérable. On arrive dans des moments où ça va exploser parce qu'il y a tout qui craque. Il y a tout qui craque. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Henri Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur de Pando Édition, donc une maison d'édition indépendante spécialisée dans l'économie et la finance. Vous êtes aussi à la tête de l'Investisseur sans costume, lettre d'information économique et financière. Et vous êtes également cofondateur du média Tocsin avec Clémence Oudiakova. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets en lien avec l'économie, notamment celui de la dette et du déficit public. Alors une dette qui s'élève à environ 3100 milliards d'euros en 2023. Donc qui représente plus de 110% du PIB, selon les chiffres publiés par l'INSEE à la fin du mois de mars. Quel regard est-ce que vous portez sur le montant et l'évolution de la dette publique ces dernières années? Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer selon vous? Oui, bien sûr. Oui, mais pas forcément là où on irait regarder. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve alarmant, c'est qu'on fasse pas faillite et pas l'inverse. Et que l'erreur qu'on a tendance à faire sur les problèmes de dette, c'est de croire qu'on remet des problèmes à plus tard et qu'on remet le paiement plus tard et que ça fera mal plus tard. Non, les problèmes de dette, ça fait mal aujourd'hui de plein de manières différentes. Ça fait mal parce que quand vous créez de la dette, vous créez de la monnaie. Quand vous créez de la monnaie, vous faites des transferts de richesse. Chaque fois que vous créez de la monnaie, vous faites un transfert de richesse, et c'est un transfert de richesse de celui qui reçoit la monnaie et qui vient de ceux qui ne l'ont pas reçue. À un moment, quand vous créez de la monnaie, il y a quelqu'un qui la reçoit, cette monnaie, et qui dilue la richesse réelle générale de tous ceux qui ont perçu la monnaie. Donc vous avez ces premiers mécanismes-là, vous avez aussi les mécanismes des détenteurs de la dette qui derrière, d'une certaine manière, prennent un pouvoir sur vous. Je ne suis pas sûr que si on avait des finances tenues, on aurait pris les mêmes décisions politiques depuis 5 ou 10 ans. En tout cas, après 2008, c'est certain. Je ne sais pas. Et donc oui, quand je dis que c'est alarmant, je dis pas que c'est alarmant parce que ça va s'effondrer, je dis que c'est alarmant parce qu'en fait, on n'a plus de souveraineté et on n'est plus maître de nos décisions. On a l'Europe, et là, je ne parle pas que de la France, c'est-à-dire qu'il y a le cas français qui est particulier et puis il y a le cas européen en général. Quel est le lien justement entre notre dette publique et le fait qu'elle soit détenue, je crois que c'est à peu près 53% par des investisseurs étrangers, et justement le fait qu'on puisse prendre telle ou telle décision sur le plan national ou sur le plan international? Le problème est à deux niveaux. Au niveau de la dette, le problème plus largement est un problème monétaire et un problème de nos banques. Nos banques sont ultra dépendantes au dollar, et des dollars, on les obtient des États-Unis, il faut que les États-Unis veulent bien nous les donner. Ça, c'est un problème qui est arrivé après 2008, qui est que les Américains ont sauvé le système bancaire européen, qui est une sorte de système zombie, mais le système bancaire européen dans son ensemble, on en a déjà parlé à ce micro-là, est en faillite potentielle. Nos banques devraient être en faillite. Elles ne le sont pas parce qu'elles sont sous perfusion, en particulier des États-Unis. Même des grandes banques françaises comme BNP. Surtout les grandes banques françaises. Quand vous regardez les bilans, en fait, pour regarder la rentabilité d'une banque, il faut regarder la rentabilité de ses fonds propres. Ce sont vraiment les fonds propres bancaires, c'est-à-dire une banque, ça vend du crédit, c'est l'activité principale d'une banque, c'est ça, et donc pour qu'une banque soit rentable, il faut qu'elle vende son crédit plus cher que ce crédit ne lui coûte. Or, structurellement, le secteur bancaire européen, dans son ensemble, n'est pas rentable, mais structurellement, c'est-à-dire que, pour plein de raisons.
On va peut-être pas les développer ici. Si on repart, enfin on pourrait, mais on est là encore un moment. Pour revenir plus précisément sur la question de la dette, donc la dette, effectivement, on a 53% qui est détenue par des investisseurs étrangers. Effectivement, il faut placer cette dette-là. On en a 25% aussi qui est détenue par la BCE. Alors moi, j'ai tendance à penser, le 25% qui est détenu par la Banque de France. Mais pour le compte de la BCE. C'est-à-dire que c'est la Banque de France qui détient, mais c'est la BCE qui prend la décision. C'est-à-dire que c'est pas M. Villeroy de Galhau qui dit combien il va racheter. C'est pas M. Villeroy de Galhau qui a décidé d'arrêter le programme de rachat d'actifs en 2022. C'est à Francfort que ça se passe, c'est pas chez nous. Donc même si c'est la Banque de France qui détient techniquement les titres, c'est la BCE qui prend les décisions. Et j'ai tendance à estimer que la BCE se comporte comme un investisseur étranger. Et surtout quand on regarde ce que la BCE a fait lors de la crise des dettes souveraines en 2011 avec l'Italie et avec l'Irlande, où vous avez, alors à l'époque c'était Jean-Claude Trichet, qui envoyait ses courriers secrets, enfin secrets à l'époque, dans lequel il intimait au gouvernement italien, au gouvernement irlandais des réformes économiques et sociales, sans quoi il retirait le soutien à ces pays, et donc il faisait de la politique en Italie et en Irlande, ce que une banque centrale n'est absolument pas censée faire. Et c'est des politiques qui ne visaient absolument pas... c'est-à-dire que déjà, c'était pas du tout quelque chose de démocratique. C'était des courriers secrets, c'était un gouverneur de banque centrale à Francfort qui vient parler, qui vient dicter ce que doit faire un gouvernement élu dans les urnes. Donc tout ça est secret, et qui en plus de ça a en fait un intérêt qui est celui de la stabilité et de la survie des marchés financiers. Les peuples italiens et irlandais, ils s'en foutent complètement. Et d'ailleurs, si vous regardez, alors l'Irlande c'est un peu différent, mais l'Italie fait partie de ces pays qui étaient plus pauvres, qui étaient plus riches avant l'euro. L'euro a appauvri les Italiens, et notamment à cause de ce genre de réformes. Et aujourd'hui, vous avez l'Italie qui a fait des réformes extrêmement pénibles, qui a un budget primaire qui est positif. Le budget italien est plutôt très sain, mais comme ils auraient dû, en fait, on aurait dû les laisser faire faillite. Et comme ils se traînent une dette énorme et qu'ils ont des intérêts composés qui derrière continuent de manger, ils restent dans une situation, ils ne sont jamais sortis. La BCE ne leur a pas permis de sortir d'une situation de surendettement. L'Italie est toujours dans une situation de surendettement, alors que budgétairement, eux, ils sont à peu près bien baissés. Ils sont à peu près bien gérés. Alors, j'ai pas été regardé, prenons plus simplement, avant Covid, vous avez un solde primaire excédentaire. Donc, c'est-à-dire que la BCE se comporte comme un investisseur étranger qui vient chercher son intérêt propre et pas celui de la nation. Et donc, mais bon, la question était pourquoi est-ce que les Américains nous tiennent par la dette? Pardon, on a fait une petite digression. La BCE ne rachète plus les titres de dette, enfin en net. C'est-à-dire qu'ils diminuent progressivement leur exposition. Depuis 2022. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le départ de la BCE, qui encore une fois, ils détiennent un quart de la dette, donc l'action de la BCE a été très forte sur les finances publiques de la zone. Ça ne pose pas de problème. Et qu'il n'y a pas, bien sûr, les taux montent à cause de l'inflation, mais les taux ne montent pas davantage parce que vous avez un investisseur qui représente un quart de vos créances qui est en train de se désengager. Pas de problème. Alors que normalement, ça aurait dû être le cas. Ça aurait dû. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun investisseur qui se présente derrière, normalement, effectivement, c'est-à-dire que vous avez une demande qui baisse par rapport à une offre qui, elle, augmente, a priori, les prix montent. Est-ce qu'ils ont racheté justement les dettes souveraines des pays européens, notamment de la France, pour faire baisser aussi les taux d'intérêt? Ce qui nous permettait d'emprunter à des taux très très avantageux. Ce qui a peut-être aussi poussé d'ailleurs l'État français, pendant cette période où la BCE rachetait massivement des titres, à se surendetter en profitant d'argent gratuit, entre guillemets.
Ah oui, bah la dette, c'est de la morphine. Hein. Généralement, la comparaison de la dette avec une drogue dure, c'est un très bon exemple. Parce que ça vous empêche une morphine ou une drogue dure. C'est-à-dire que ça vous fait du bien sur le moment, et derrière, ça vous rend ultra dépendant, et ça vous tue à la fin. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est incroyable de voir que les mesures radicales qu'on a prises avec le quoi qu'il en coûte en 2020, qui sont pourtant des mesures qui ont été assez circonscrites dans le temps, on n'arrive même pas à s'en sortir. On n'arrive même pas à revenir à un niveau d'avant Covid en termes de finances publiques. Mais on n'y arrive pas à un niveau... c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, en 2023, on a 173 milliards de déficit. On en avait 90 milliards en 2019. Et la situation n'était pas très reluisante en 2019. Donc on a doublé ce déficit. Donc, et quand on regarde comment ce déficit double, évidemment, depuis le Covid, vous avez le conflit ukrainien qui est arrivé, vous avez l'inflation qui est rentrée, vous avez plein de problèmes qui sont arrivés, mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas que ça, en fait. C'est que simplement, on s'est habitué et qu'on continue et qu'on est rentré dans cette logique et ça, c'est très perturbant. C'est-à-dire que vous êtes rentré, on est incapable, à chaque fois, on passe des cliquets et on est incapable de revenir à la situation précédente. Ce que, par exemple, les Allemands savent très bien faire, eux, pour le coup. Ils savent très très bien, quand vous avez la crise de 2008, ils ont fait exploser leur endettement pour passer au travers, et puis une fois que la crise passait, on a repris un budget excédentaire, et on a fait retomber la dette, et on a essayé de reconverger vers les fameux critères de Maastricht, qui maintenant, chez nous, on peut oublier, mais après 2008, les Allemands étaient sur la voie pour y arriver. Là, aujourd'hui, ils ont à peu près une dette publique qui correspond à 65% du PIB, quand nous, on est à 110%. Oui, ce qui pose un assez gros problème de convergence dans l'absolu. D'autant qu'on utilise la même monnaie, donc c'est là où peut-être aussi les Allemands vont peut-être pas tolérer très longtemps qu'on laisse filer nos dépenses. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment les Allemands ont réussi à mettre la main sur EDF, enfin, en tout cas sur l'électricité d'EDF, si on n'a pas cette laisse-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout se paye. Tout se paye. Et le marché commun de l'électricité qui en gros a totalement mis la main sur notre électricité au profit de l'Allemagne, par des interconnexions, il y a des interconnexions physiques qui sont construites pour ça, par en gros la réforme qui veut que l'électricité que vous allez produire, qui historiquement est 2 fois moins chère en France qu'en Allemagne quand même, et entre 2 et 3 fois, selon si vous êtes un client privé ou particulier. Donc c'est massif comme différence. Historiquement, c'est un avantage compétitif incroyable. C'est-à-dire que normalement, c'est un truc qui devrait nous permettre des choses, surtout quand on arrive dans un monde qu'on électrifie à plein, on devrait être les grands champions de l'électrification, de la voiture électrique et toutes ces choses-là. Or, pas du tout, parce qu'on s'est fait piller EDF. Et on ne peut pas comprendre. Et bien sûr que personne ne veut se faire piller EDF. Sauf que, comme on est tenu par ces problèmes financiers, on n'a pas tellement le choix. À Bruxelles, la voie ne porte pas. Absolument pas. Et tout ça, pardon, on fait beaucoup de digressions dès le départ. Oui, on était sur les créanciers. On était sur les créanciers. Et donc en 2020... C'est en 2022 que la BCE doit arrêter de racheter son programme. Et donc on passe là en 1 an et demi, 2 ans, de 47% de dette étrangère à 53%. Donc c'est pas une différence énorme, mais c'est en peu de temps. Donc en fait, ce dont on se rend compte là premièrement, c'est que quand la BCE arrête son programme d'achat, c'est les investisseurs étrangers qui prennent le relais. C'est pas les banques françaises, c'est pas les particuliers, c'est les investisseurs étrangers. En France, on ne connaît pas la liste des détenteurs de dettes, c'est-à-dire que chacun peut dire, mais le Trésor, lui, ne divulgue pas. Donc on ne peut pas savoir qui détient cette dette. On peut avoir des idées, parce que dans le même temps, on peut aussi aller regarder qui a du fric. C'est pas mal. Et si on regarde sur la même période, si on regarde à peu près de 2021, 22, 23, vous avez les grands géants de la gestion d'actifs, les Américains, les fameux, les gros BlackRock, Vanguard, State Street, et puis derrière, tous les plus petits qui suivent, qui, si vous prenez les 3 gros, ils ont dû augmenter leurs actifs sous gestion de quelque chose comme 4 000 milliards de dollars.
Ça va. Alors vous avez BlackRock qui est dans cette situation un peu particulière où ils étaient à 10 000 milliards fin 2021, ils tombent à 8 500 milliards en 2022 et ils remontent à 10 000 milliards en 2023. Ils font une espèce de swing. Et où il faut bien voir que vous avez un changement d'allocation à ce moment-là, et où évidemment les taux montant, les taux augmentant, tout d'un coup l'obligataire qui n'était pas du tout intéressant redevient beaucoup plus intéressant, et donc on peut imaginer que sinon BlackRock c'est davantage exposé au marché obligataire, et en particulier au marché obligataire américain. Vous avez la même chose chez Vanguard, où là Vanguard, eux, ils rattrapent BlackRock. Vanguard, historiquement, était le gros géant, mais ils se sont fait doubler par BlackRock, et là, ils reviennent. Ils sont passés de quelque chose comme 7 000 milliards, 7 200 ou 300 en 2021 à 8 000, un peu plus de 8 500 aujourd'hui. C'est des sommes monumentales. Hein. Et derrière, State Street est à 4 200 milliards. Et alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai plus la date précise, ils étaient encore à moins de 2 000 milliards. Donc, vous avez des tombereaux de fric qui sont là-dedans, qui viennent les politiques américaines, où pareil, le Trésor américain a déversé, et la Fed, pardon, ont déversé des tombereaux de fric. Ça se retrouve là-dedans, et après, ça vient chez nous. Donc, c'est les BlackRock et autres qui prennent la place de la BCE. Je crois que vous aviez avancé un chiffre d'à peu près 7% de dette française détenue par BlackRock. J'avais dû faire ça à l'époque où BlackRock a communiqué une fois ou deux sur une surexposition à la dette française. En 2017, au moment de l'élection de Macron, ils ont dit « Ouais, il y a Emmanuel Macron qui arrive, c'est super, renouveau pour la France, on va monter notre exposition à la dette française. » Et ils l'ont refait, après ce qu'ils l'ont parfait au moment de sa réélection. Et du coup, j'avais dû estimer ça. Encore une fois, c'est-à-dire que le chiffre n'est pas public. On dit ce que BlackRock veut bien, et donc... probablement pas que BlackRock, c'est probablement le secteur à l'époque de voir ça, parce que c'est beaucoup, 7%. Maintenant, ce qu'il faut voir, il y a plusieurs niveaux. C'est que, ça change vite, c'est-à-dire que il faut regarder le secteur dans son ensemble, parce que vous avez quand même une convergence d'intérêts chez ces gros acteurs, donc il ne faut pas regarder que BlackRock, et donc probablement que les 7%, j'avais dû à l'époque estimer ça pour le secteur, et ensuite que derrière vous appliquez des effets de levier surtout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous détenez des titres, vous pouvez derrière, vous avez tous les éléments derrière pour pouvoir faire monter une pression et mener des attaques si vous le voulez. Donc on n'est pas capable d'équilibrer nos comptes, on va chercher l'argent où il est, il nous le donne, mais c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit, et c'est pas payé demain, c'est payé tout de suite, en influence, en décision, en perte de souveraineté. Et qu'est-ce que peut demander BlackRock en échange du rachat de notre dette souveraine, par exemple ? Qu'est-ce qui peut les intéresser en France? Alors c'est jamais, qu'on soit bien clair, c'est jamais, il faut pas imaginer une table de poker avec, mais c'est typiquement le conflit ukrainien. BlackRock tire à plein. Je vous rappelle que BlackRock a été nommé responsable de toute la reconstruction de l'Ukraine par Zelensky. C'est eux derrière qui vont récupérer les fonds de la reconstruction. Donc, et là, on parle de centaines de milliards de dollars. Donc, vous avez ce genre, c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est à très 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 haut niveau. Et ça, oui. Et pareil, qu'on soit très clair. Ce sont des choses qui sont compliquées. Il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que donc vous avez des parlements qui votent des aides. Ces aides vont à l'étranger, donc elles vont en Irak, elles vont en Ukraine, elles vont là-bas. Et puis après, ça revient. Mais ça ne revient pas aux mêmes. Ça revient aux complexes militaro-industriels, ça revient aux entreprises qui vont financer la reconstruction, ça revient aux banques qui sont occupées de faire tout ça. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'une fois que les pays, par exemple, vous parlez de la reconstruction en Ukraine, c'est-à-dire que les pays font des commandes à certaines entreprises, ouais, des pays qui les ont aidés, qui leur ont donné de l'argent. Parce que si vous faites le circuit complet, et vous votez des aides, là, on vient de voter 67 milliards d'aides au Congrès américain.
Ces 67 milliards, ça va être quoi? Ça va être du matériel militaire. Ce matériel militaire, c'est du matériel américain, donc vous avez des sociétés qui vont passer des contrats. Donc ces 67 milliards, en fait, ils vont revenir aux États-Unis comme dans les comptes de ces entreprises-là. Ensuite, ces 67 milliards, ça va aller dans des programmes de reconstruction. Ces reconstructions, il y a des entreprises qui vont les gérer. C'est-à-dire que vous envoyez l'argent là-bas et puis il revient. Et donc, il faut vraiment pas oublier que un truc comme l'Ukraine, c'est une énorme lessiveuse Afrique. Mais là, on parle de centaines de milliards d'euros. C'est un truc, vous faites des fortunes colossales avec des trucs comme ça. Il n'y a rien de mieux que la guerre pour s'enrichir, surtout si elle n'est pas faite chez soi. Et encore une fois, BlackRock est un des premiers bénéficiaires du conflit en Ukraine. Parce que après, vous avez tous les intermédiaires financiers aussi au milieu. Pour revenir un peu sur la situation... on s'éloigne. On a fait quelques digressions, mais donc sur cette question de la dette, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée en 2017, on a une augmentation de la dette de à peu près 900 milliards d'euros. Est-ce que cette hausse est justifiée selon vous, sachant qu'il y a eu quand même effectivement la crise du Covid, la crise énergétique? Et surtout, est-ce que les dépenses qui sont effectuées grâce à la levée de cette dette sur les marchés financiers ont eu un impact significatif sur la richesse créée en France? Non. Alors vous avez deux niveaux de réponse à ça. La première réponse, le premier niveau sur lequel je ne me permettrai pas de répondre, qui est de se dire est-ce que toute la politique sanitaire du Covid était nécessaire ou pas? Ça, je laisse chacun juge. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait vacciné personne? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait enfermé personne? Qu'est-ce qui se serait passé Ça, je laisse chacun juge. Personnellement, je ne suis pas sûr que ça aurait été excessivement différent. Mais bon, ça, même, mettons que... en tout cas, sur le premier confinement, mettons que, bon... ayant le bénéfice du doute. À partir du deuxième, ils se foutent bien de notre gueule. Mais premier confinement, bon, je peux comprendre. Après, vous avez donc d'où vient cette dette? Au-delà de l'effort Covid, le budget de l'État part à quelque chose comme 80%, est-ce que c'est 77, est-ce que je ne sais pas combien, en redistribution. En prenant tout, pardon, le budget public, c'est-à-dire que si vous prenez aussi la Sécu, si vous prenez tout. Redistribution, avec des aides sociales c'est les aides sociales, c'est la CAF, c'est tout ce qui va... la CMU... Ouais, mais ça, les chiffres, ça avait été donné à l'époque par Bruno Le Maire, je crois. Enfin, ils avaient voulu faire un peu de pédagogie sur où va l'argent. Ils disaient, regardez, l'argent qu'on dépense, on vous le rend, en fait. Donc ça, en aide, en RMI, en plein de choses. Je suis désolé, là, j'ai pas en tête le scope tout entier. Les trucs évidents, évidemment, ça va être tout ce qui est CAF. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. C'est partout, la redistribution. C'est absolument partout. Donc, il y a un moment, c'est-à-dire que quand vous avez une dette qui est presque multipliée par 2, c'est là que ça se passe. Et comment vous faites, si vous voulez baisser cette redistribution? Vous avez deux manières. Soit vous appauvrissez les gens qui habituellement la reçoivent, ce qui peut-être peut se justifier d'une certaine mesure vis-à-vis de certaines personnes, ou qui peut-être abusent des situations, mais structurellement ça pose un certain nombre de problèmes, parce que derrière vous avez un mélange, vous avez quand même des gens qui en ont vraiment besoin, et vous avez des gens qui ne peuvent pas vivre sans ça. Donc il y a un moment, vous ne pouvez pas non plus laisser les gens crever de faim. Ou à la porte des hôpitaux, comme on fait très très bien en Angleterre et aux États-Unis. On sait très très bien ne pas soigner les gens là-bas. C'est pas l'usage français, c'est pas l'usage continental. Donc d'une certaine manière, si vous voulez éviter ça, comment vous faites si vous voulez éviter d'avoir à redistribuer de la richesse? Il faut que les gens en créent. Et si vous voulez qu'ils en créent, il faut qu'ils travaillent.
Et si vous voulez qu'ils travaillent, bien évidemment, vous pouvez faire travailler un peu plus longtemps les gens, ça marche un peu. Effectivement, les 35 heures n'ont pas fait du bien. Si vous voulez être très efficace, vous faites travailler plus de gens. Et ça, à mon avis, c'est la clé. Si vous voulez et c'est la clé, et c'est le tabou. Parce que faire travailler plus de gens, alors ça, c'est un truc, c'est-à-dire que vous faites pas travailler les gens forcément plus longtemps dans la semaine, donc vous ne mettez pas une charge supplémentaire. Et en revanche, une personne qui travaille, ça crée de la richesse, derrière, les effets d'entraînement sont énormes. Sauf que bien évidemment, oui, mais tu as vu le nombre de chômeurs qu'il y a, c'est pas comme s'il y avait de l'emploi en France. Donc tu peux pas vouloir remettre tout le monde au travail si tu n'as pas un emploi à mettre en face de chaque Français, et si possible, un emploi en fonction des capacités de chacun. C'est-à-dire que si vous mettez un emploi d'ingénieur nucléaire et que derrière, vous avez en face un ouvrier spécialisé, ça va pas marcher non plus. Mais on a détruit 1 million d'emplois ouvriers, même plus que ça. On a détruit plus d'1 million d'emplois ouvriers. Ces gens-là ne vont pas devenir développeurs informatiques. Une toute petite frange, une partie va le faire, mais les autres ne vont pas le faire. Donc, si vous voulez créer plus d'emplois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de laisser partir les emplois ailleurs. Il faut reprendre le contrôle de ces frontières. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter d'avoir des dépenses qui sont saignées comme ça, et qui en plus, c'est-à-dire que c'est ça qui est hyper frustrant, c'est qu'on dépense du fric comme jamais. Mais on n'a pas un hôpital qui se porte bien, on n'a pas des écoles qui se portent bien, on n'a pas une armée qui se porte bien, on n'a pas... ce pourquoi on est censé payer des impôts ne se porte pas bien. Pourquoi? Parce que l'argent part en redistribution, et à mon avis, partiellement en clientélisme aussi. C'est-à-dire, votez pour moi et puis vous allez avoir un billet. Faisons quand même 2 points. Vous voulez aujourd'hui arrêter cette saignée financière, il faut réussir à juguler la redistribution. Si vous voulez réguler la redistribution en sortant par le haut, c'est-à-dire sans appauvrir tout le monde, il faut remplacer ce que vous redistribuez par de la création effective de richesse, par du travail. Et si vous voulez créer du travail, il faut mettre des emplois devant les gens, des emplois qui leur conviennent, c'est-à-dire que si vous avez des ouvriers, il faut leur donner des emplois ouvriers, et donc il faut arrêter d'envoyer les usines en Europe de l'Est et ailleurs. Et si vous voulez faire ça, il faut reprendre le contrôle de vos frontières. Sauf que ça, c'est le grand tabou, vous n'avez pas le droit de dire ça. Si vous faites ça, tout d'un coup, c'est mal, parce que tout d'un coup, c'est tout le projet européen que vous mettez à mal, et ça, c'est pas bien. Mais très franchement, c'est le problème, c'est ça. Et si demain, et pardon, parce que on n'a pas parlé chiffres là-dessus, mais parce que bien évidemment, je vous dis ça, normalement, quelqu'un qui a lu un peu ces stats dirait, mais tu dis n'importe quoi à la faux, il n'y a jamais eu autant de population active occupée aujourd'hui depuis 40 ans. Depuis 1980, vous n'avez jamais eu autant de population active occupée, c'est un truc de dingue, c'est faux. Oui, vous êtes pas loin des plus hauts sur la population sur les 25-65 ans. Parce que, effectivement, comme vous mettez la retraite à 60 ans avec Mitterrand, forcément, si vous prenez la population active des 25-65 ans, ça augmente. Si vous prenez 16 ans et plus, si vous prenez tout le monde vraiment, c'est-à-dire vous prenez très large, on baisse. Donc, et là, à un moment, quand vous voulez vous regardez la richesse d'un pays, c'est-à-dire que là, on regarde tout le monde. Donc non seulement on baisse, mais surtout, il faut comparer un peu à ce que font les autres. Moi j'aime beaucoup comparer à l'Allemagne et à la Suisse. En gros, en France, vous avez 4 personnes qui travaillent pour en faire bouffer 10, pour en faire vivre 10, pardon. En Allemagne c'est 5, et en Suisse c'est 6. Et donc ça veut dire qu'en Suisse, vous avez 50% de gens qui travaillent en plus. Alors en équivalent, on va parler en équivalent temps plein, c'est-à-dire que non seulement il y a plus de Suisses qui travaillent, mais en plus ils travaillent plus d'heures. C'est en comprenant aussi le fait qu'ils travaillent plus aussi. Donc forcément, ça se passe mieux. Hein. Ça se passe mieux, et après vous me dire « Ah, mais les Suisses ont du boulot ». Oui, non, mais moi, cette logique est de se dire « Mais il n'y a pas de boulot ». Je veux dire, mais d'où il n'y a pas de boulot en fait? À quel moment est-ce que vous vous réveillez le matin et la société va tellement bien qu'il n'y a pas des choses à faire? S'il n'y a pas de boulot, c'est qu'il n'y a pas les conditions pour qu'il y ait du boulot.
Donc il faut travailler sur les conditions. Et les conditions pour qu'il y ait du boulot, je suis désolé, c'est de reprendre la main sur ses frontières, de faire revenir les usines, de faire... Et ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'on a très durablement détruit notre appareil industriel. Et ça, on le voit aussi. C'est-à-dire que si dans vos auditeurs, il y a des acheteurs, il y a des gens qui connaissent un peu le monde industriel, moi j'en connais, c'est-à-dire des gens qui ont voulu rapatrier, parce que depuis quelques années, ça devient plus intéressant d'aller construire certaines pièces qu'on avait envoyées en Asie. En fait, on peut les refaire maintenant en Europe, et comme vous avez plus de stock, dans des logiques zéro stock, pas de frais de transport, pas de frais d'assurance, vous n'avez pas besoin d'avoir un agent sur place. Et donc quand vous avez des usines connectées où vous passez votre commande et le lendemain la pièce est livrée et ça a été produit dans la nuit, ça devient vachement plus intéressant de faire ça en Europe plutôt que de devoir affréter des bateaux depuis l'Asie. Sauf que ça marche en Autriche, ça marche en Italie du Nord, ça marche en Allemagne, ça marche pas en France. En France, les capacités industrielles ont été durablement détruites. Et quand Emmanuel Macron vient vous dire on réindustrialise, c'est que du flan. De toute manière, ça c'est un truc, la Macronie, à chaque fois qu'ils disent blanc, vous voyez, ils font noir, et à chaque fois qu'ils disent noir, ils font blanc. Enfin, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. C'est des excellents communicants. Hein. C'est des communicants de génie. C'est-à-dire que si vous faites pas attention, ils vont vous faire croire que effectivement, ils sont en train de réindustrialiser la France. Allez demander à Duralex, allez demander à tous ceux qui à Le Jabi, allez demander... Non, vous savez, ça marche pas comme ça. Donc il faut faire revenir le boulot, mais il y a 15 ans de boulot, hein, si vous voulez faire ça. Et voilà, et comme dans la mesure où... on est un peu coincé dans l'Europe et on n'arrive pas à avoir le personnel politique, on n'arrive pas à avoir la force pour en sortir, ben on continue de se faire manger. D'autant que sur l'aspect industriel, on fait aussi face à la concurrence maintenant aussi des États-Unis avec leur Inflation Reduction Act là, qui a été mis en place par l'administration Biden il y a déjà quelques mois. Donc là, vraiment concentré sur tout ce qui est technologie verte, industrie propre, mais qui est un domaine aussi dans lequel l'Europe voulait se relancer, et notamment la France en particulier. Ouais, mais ça, c'est typiquement, c'est catastrophique ces trucs-là, parce que si vous êtes, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez vous défendre de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, il faut remonter des frontières en fait. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils font ce qu'ils veulent, et puis vous, vos produits, vous les avez subventionnés, donc vous les gardez chez vous, et puis en tout cas, on vous remet un droit de douane du montant de la subvention, et puis c'est fini. Il n'y a pas de sujet. C'est là où je vous dis, en fait, on ne peut pas se permettre de faire ça, parce que si on fait ça, les gars, ils vous disent, l'euro, c'est fini. Les États-Unis peuvent éteindre l'euro du jour au lendemain. Et ils peuvent nous éteindre du jour au lendemain. Je vous rappelle que nos données de santé sont gérées par Microsoft. Microsoft peut avoir une panne. Zut alors, il n'y a plus de données de santé. Franchement, ces choses-là arrivent. C'est pas, ou en tout cas, c'est-à-dire que il y a un moment, les leviers sont utilisés, pas tout le temps, mais ça arrive. Et il y a eu une époque, avant, dans les années 90, où il y avait des guéguerres comme ça, et où j'ai un souvenir comme ça, je sais plus si c'était sur le fromage, quoi, les Américains qui commencent à faire je crois qu'ils veulent mettre un truc pour gêner l'importation de fromage français aux États-Unis. On ferme une usine Coca-Cola la semaine d'après, parce que tout d'un coup, on trouve, je sais plus quel contaminant, une salmonelle ou je sais pas quoi. Mais vous croyez vraiment qu'on avait trouvé une salmonelle ou machin? C'est non, les gars veulent nous mettre une baigne, on leur en met une autre. C'est comme ça que ça marche. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'on a l'euro, depuis qu'on est revenu dans l'OTAN, depuis 2008 en particulier, eux continuent à nous mettre des beignes, mais nous, on n'est plus jamais capable de les rendre. Vous regardez Frédéric Pierucci, donc, qui est le cadre d'Alstom, qui a été passé 3 ans en prison au moment du rachat d'Alstom, hein, et qui, tiens, comme c'est marrant, le jour où Alstom a été racheté, on l'a libéré. Il était en prison aux États-Unis. Il était en prison aux États-Unis, mais lui-même, il vous dit que 10 ans, ou dans les années 90, 10 ans auparavant, qu'est-ce qui se passe si jamais les États-Unis arrêtent un grand cadre d'une grosse boîte française? Eux, ils vont choper 3 Américains et tiens, toi, t'as fait un truc qui est pas bien, tu vas en prison. Tu me le libères? Je te le libère. C'est comme ça que ça... Enfin, après, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Peu importe, c'est comme ça que ça marchait.
Et c'était mieux. Je dis pas que c'était parfait, je dis pas que, mais ça marchait beaucoup mieux comme ça que maintenant, où eux continuent à nous mettre des beignes et nous, on n'est plus capable de répondre. Donc, et ça, pourquoi? C'est parce qu'on n'a plus on a plus de souveraineté. On n'a plus de souveraineté pour plein de raisons. Parce que monétairement, parce que tous ces gens, tous les Bretons, Bretons, je sais pas, mais parce que on a des Young American Leaders, parce que on a des gens qui pensent que l'Amérique c'est bien. Et, enfin, je dis pas que c'est mal en plus. Je suis pas anti-américain. J'adore les États-Unis. Vous avez l'air un tantinet. Non, j'adore les Américains, mais c'est l'amour vache avec les États-Unis. Non, mais qu'on soit très clair, c'est-à-dire que moi, le truc qui ne me va pas, moi, j'ai un énorme respect pour les États-Unis. Je pense qu'ils sont en grave crise et qu'on nous on suit derrière. Je pense que les États-Unis sont malades très profondément. J'ai vécu un peu aux États-Unis et franchement, c'est-à-dire que ce côté à la fois cette proximité de la très grande richesse et de la très grande pauvreté, c'est un truc que personnellement j'ai du mal à accepter. Et qui, forcément, socialement, c'est explosif. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'ailleurs qu'on commence à importer en France? Si, bien sûr. Cet écart de richesse très bien sûr. élevé. Bah oui. Mais... D'ailleurs, je crois qu'en 1980, en termes de PIB par habitant, on était devant les États-Unis en France, alors que donc on était peut-être aux alentours de la 12e place. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de la 25e, et largement derrière les États-Unis. Jusqu'en 2008. Alors, en 1980, on est probablement devant, effectivement. En 2008, je ne sais plus si 2008 ou l'an 2000, il faut regarder, mais quelque part entre 2000 et 2008, on est équivalent. On est à la même, c'est à peu près, alors là je parle pas en termes de place, mais on va dire que on est à 30 ou 35 000 $ par an en moyenne. C'est pareil pour les deux pays. On a 10 000 $ de moins. Les États-Unis doivent être à 48 000 et on est à 38 000. Bien sûr, il y a de l'inflation en plus. On a décroché. On a décroché très vite et récemment. C'est probablement à partir du début des années 2000 que ça se passe. Oui, depuis on stagne, on est à peu près toujours au même niveau. Ouais, et vous avez plusieurs raisons. Vous avez la capacité, la financiarisation de l'économie qui profite aux États-Unis, non pas parce que ça crée pas, financiariser, ça crée pas de richesse, mais ça permet d'aller piquer la richesse de l'autre. C'est en net, c'est-à-dire que si vous prenez un système complet, financiariser une économie ne permet pas de créer de richesse, ça permet d'en transférer. Donc là, on s'est fait couillonner magistralement, on continue. Et la deuxième raison, c'est que Fabrice Epelban qui le dit très bien, c'est qu'on est devenu une colonie numérique des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont réussi à imposer leurs GAFAM chez nous, et que les GAFAM, c'est quand même une création de richesse de ma boule. Et ça, nous, c'est-à-dire que vous imaginez tout l'argent qu'on paye à Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, il commence à en avoir un paquet, à Netflix et tout ça, mais tout cet argent-là, à un moment, c'est de l'argent qui sort du territoire, quoi. Et on a oublié ça, les équilibres monétaires au sein d'une zone monétaire. On se fait, mais c'est du pillage. Quand je dis que c'est du pillage, bien évidemment que je suis pas contre, qu'on importe Netflix et machin. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas dans l'espèce de monde merveilleux où on place la dette comme ça et où derrière on perd notre souveraineté, quand vous avez des devises qui partent, vous avez une crise qui apparaît très très vite et puis vous vous rendez compte que vous avez moins de devises, du coup forcément vous avez de la déflation et ça crée plein de problèmes. Et du coup, vous ne pouvez pas soutenir durablement une économie dont les devises partent à l'étranger chaque année. Vous savez, la balance commerciale française, ça aussi, on n'est pas bon. Et en fait, pourquoi est-ce que ça tient? Pourquoi est-ce que la balance commerciale peut être déficitaire aussi profondément Pourquoi est-ce que la dette tient? Parce que vous avez des gens qui compensent. Si ces gens ne compensaient pas, on serait obligé de rééquilibrer. Si ces gens compensent, ils ne compensent pas parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils veulent notre bien. Je ne dis pas qu'ils veulent notre mal. Simplement, ils disent mon coco, tant pis pour toi, quoi. C'est une loi de la jungle, assumée ou pas. Et donc, du coup, ils disent tant pis pour toi. Donc, moi, je veux bien te prêter l'argent, mais ça ne va pas être gratuit. Je vais gagner en influence, je vais gagner des contrats. Il n'y a aucune raison, mais aucune raison qu'on donne nos données de santé à Microsoft. Mais justement, vous parliez de la supériorité américaine au niveau de l'aspect numérique.
Là, on a Bruno Le Maire et Emmanuel Macron récemment qui ont qui ont regretté que des milliards d'euros dorment dans les comptes bancaires des Européens, donc l'épargne privée des Européens, et qui proposent de mobiliser cet argent, notamment pour financer donc la transition verte, mais aussi la transition numérique. C'est pas eux, hein. C'est pas eux. C'est pas eux, c'est-à-dire. C'est pas eux, c'est Villeroy de Galhau. Ça vient pas d'eux. C'est important, ces choses-là. C'est-à-dire que moi, en tout cas, c'est pas eux. C'est-à-dire que là, j'exagère un peu. C'est-à-dire que l'idée vient pas d'eux. Dans cette séquence-là, l'idée vient de très loin. Mais dans cette séquence précise, où vous avez Emmanuel Macron qui dit il faut faire l'union... L'union du marché des capitaux. Non, il dit pas l'union du marché des capitaux. Ouais, il a l'union de l'épargne et de l'investissement. Et donc il dit ça, il faut faire ça. Mais vous avez, quelques semaines auparavant, une très jolie lettre de François de Villeroy de Galhau qui vient expliquer donc, qui est le gouverneur de la Banque de France. Gouverneur de la Banque de France, qui, encore une fois, n'a aucune autonomie. Donc quand la Banque de France parle, derrière, ça exécute les politiques de la Banque Centrale Européenne. Et donc vous avez cette lettre dans laquelle, à la page 19, je peux vous le dire, parce que j'ai regardé le truc il n'y a pas longtemps, pour une fois que mes souvenirs sont pas trop diffus, dans cette lettre, il vient expliquer que, effectivement, il y a beaucoup trop d'épargne. Il y a toujours beaucoup trop d'épargne. Hein. Tant que vous aurez un centime en poche, vous aurez trop d'épargne. Il y a beaucoup trop d'épargne et qu'il faut mobiliser cette épargne. Et effectivement, M. Villeroy de Galhau dit il faut qu'on relance l'union des marchés de capitaux, qui est un projet qui a été lancé en 2014. En gros, que les capitaux circulent totalement librement et que, en fait, quand vous investissez, ça aille aussi facilement en Allemagne qu'en France, en Italie et ailleurs. C'est important, ça. Parce que quand vous entendez Emmanuel Macron qui dit il faut mobiliser l'épargne pour la révolution verte et numérique, ouais, donc la première chose, donc il dit ça. Ça vient donc de cette lettre de François Villeroy de Galhau qui, lui, il parle pas de ça, et lui, il dit c'est l'union des marchés de capitaux, qu'on va appeler, si vous le voulez bien, désormais, l'union de l'épargne et de l'investissement. Donc ça vient directement de lui, c'est une commande. Tous ces gens-là sont censés être indépendants. Hein. C'est pour ça que je prends le temps de dire ça vient de la Banque de France et tout ça. Normalement, si François Villeroy de Galhau veut s'exprimer, il s'exprime. Il n'est pas obligé d'envoyer sa lettre au président de la République qui, derrière, va reprendre en cœur ces trucs-là. Normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, voilà, donc on dit on va faire ça. Et donc, il répète ça. Et donc, supposément, pour financer la révolution verte. C'est pour ça, on revient là, quand vous dites avec l'Inflation Reduction Act, quand vous faites de la financiarisation, c'est très important ça. Ça vous ne permet pas de créer de la croissance économique, ça vous permet d'aller piller celle du voisin. Donc, ce qu'ils veulent dire derrière, donc en faisant l'Europe l'union des marchés de capitaux, donc la première chose, c'est que vous avez une liberté de circulation, sauf que la révolution verte, si on prend l'exemple de la voiture électrique, c'est un énorme transfert de techno-industriel de la France vers l'Allemagne. En particulier, c'est-à-dire qu'en France, on ferme des usines à injecteurs pour moteurs diesel pour ouvrir des usines de batteries en Allemagne. C'est ça qui se passe. Donc, si c'est ça, la grande union des marchés de capitaux qui fait que, du coup, on va financer la révolution verte et du coup, on va envoyer tout ça en Allemagne qui a non seulement a pris de l'avance, mais qui surtout, comme ils sont très puissants en Europe, ils tiennent la main réglementaire. Ursula von der Leyen n'est pas française. Hein. Donc, le premier problème de l'union, de cette union, donc le premier problème, quand vous dites l'union de l'épargne et de l'investissement, vous avez l'impression qu'en fait, il faut mobiliser notre épargne pour financer cette révolution. Vous dites ça, c'est en France. Et donc non, c'est en Europe. Et donc vous avez des transferts. Et donc vous avez des possibilités de prédation qui, encore une fois, sont mises en œuvre. Et le deuxième problème, qui est donc que quand vous faites cette financiarisation, vous ne créez pas de croissance économique. C'est pas moi qui le dis, enfin si, je vous le dis, mais c'est la Banque des règlements internationaux qui l'a très très bien analysé. La financiarisation, la croissance des marchés financiers n'entraînent pas de croissance économique. Que ce soit clair une fois pour toutes, ça ne marche pas comme ça, pour plein de raisons, notamment parce que les investisseurs sur les marchés financiers vont demander des rendements
En fait, c'est l'inverse, ça met un poids supplémentaire sur les secteurs économiques parce que tout d'un coup, vous avez la sphère financière qui demande un rendement. Qui demande un rendement plus important que ce que demande traditionnellement une banque ou ce que demandaient les moyens de financement historiques. Donc la première chose, c'est on l'observe, c'est-à-dire que si vous commencez à flécher, comme ils aiment bien dire, on flèche l'épargne des Français vers ces grandes révolutions, ça marche pas comme ça. Et de deux, en fait, vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas en train de financer une grande révolution écologique numérique. Vous êtes en train de venir sauver un système financier, vous êtes en train de solvabiliser une bulle. Parce qu'en particulier, dans cette grande union monétaire, eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est que vous alliez investir en capital directement dans les fonds propres des entreprises. Vous alliez acheter des actions de PME cotées. Ils disent, voilà, il faut permettre aux entreprises de se développer. Donc, pour permettre aux entreprises de se développer, plutôt que de leur prêter de l'argent, vous allez prendre des parts et puis vous serez associé au risque, mais aussi associé au profit. Ça pose plein de problèmes. Donc c'est ce qu'on appelle, du capital risque, et puis c'est quand l'entreprise dans laquelle vous investissez est pas cotée, c'est du private equity, donc c'est de l'investissement dans des sociétés non cotées. C'est un secteur qui est en bulle. Private equity, ça a explosé, et de manière générale, cette manière de vouloir racheter des petites sociétés pour derrière les faire croître, quand vous avez des fonds qui font ça, généralement, vous développez pas la société, vous la rincez, vous la pressez comme une éponge et vous sortez tout ce qu'elle a, et puis après vous la refilez à quelqu'un d'autre qui s'en démerdera bien. C'est pas. Donc en fait, le problème que vous avez, c'est que vous avez des épargnants qui généralement, donc cet excédent d'épargne dont ils parlent, c'est une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est une épargne qui doit être mobilisable rapidement. De l'investissement, investir directement dans des sociétés, dans des parts de sociétés, c'est quelque chose, il faut avoir au minimum 8 ans, 5, 8, 10 ans devant soi sans y toucher. Donc vous avez ce problème-là d'une inadéquation radicale entre l'épargne qui est disponible et ce pourquoi ils veulent l'utiliser. Et la deuxième chose, comme je disais, c'est que vous avez une bulle du private equity, il y a même un troisième problème, qui est que, en fait, la réalité, c'est que vous venez solvabiliser des fonds de private equity qui ont besoin de trouver quelqu'un à qui refiler leur mistigris, c'est-à-dire qu'ils ont des sociétés qui sont surcotées, s'ils n'ont pas quelqu'un à qui la revendre, le truc à un moment va baisser et eux, ils vont faire faillite et ils vont baisser. Donc vous venez, c'est les petits qui viennent sauver les gros. Et le troisième problème qui, lui, est soulevé par Jean Tirole, qui est que quand les gens vont acheter directement des parts de société, bien évidemment, les banques, les intermédiaires financiers ne vont pas gérer un par un les 3 parts que vous avez dans votre PME et les 4 parts que machin a dans la PME B. Vous avez un phénomène qu'on appelle de titrisation. Titrisation, c'est-à-dire qu'on va faire des gros paquets avec les titres de tout le monde, et puis derrière, on va se refiler les gros paquets entre gros acteurs. Et la titrisation, c'est ce qui fait la crise immobilière de 2008 aux États-Unis, c'est que quand vous faites de la titrisation, en fait, vous croyez que vous diluez les risques, et ce que vous ne voyez pas, c'est que systématiquement, vous le reconcentrez sans vous en rendre compte à un endroit que vous ne voyez pas. Et comme vous ne voyez pas ce risque-là, vous ne pouvez pas le gérer, et comme vous ne pouvez pas le gérer, il y a un moment où ça vous explose à la gueule. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 sur le marché immobilier. Donc, vraiment, sur cette union du marché des capitaux, vous avez une commande de la BCE via la Banque de France. Donc déjà, ces gens-là même qui n'arrêtent pas de nous dire que la Banque centrale doit être indépendante, voilà où on en est pour l'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance. Et deuxièmement, c'est que ce grand truc-là, vous ne financez pas vous ne financez pas une économie, vous venez sauver un système financier, et donc en fait, ça fait exactement l'inverse de ce que ça prétend. Barrez-vous, sortez votre argent des banques. Mais d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France a aussi expliqué, alors qu'il fallait pour lui pousser le marché unique européen,
Et il a expliqué que depuis 25 ans, l'euro avait bien aidé les Français, notamment en matière de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pensez Ça ne veut pas dire grand-chose, ces trucs-là. Oui, c'est pas du tout impossible. Là-dessus, malheureusement, ça ne présage pas beaucoup pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on a un peu abusé de notre position centrale en Europe et d'être arrimé à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu nous faire à nous ce qu'on a fait à l'Italie. Parce que autant l'Italie, on peut leur faire une clé de bras, c'est pas trop grave. La France, c'est quand même le partenaire historique de l'Allemagne, c'est le cœur nucléaire de l'Europe. Vous faites un peu plus attention. C'est-à-dire que les gens regardent beaucoup plus attentivement le spread, donc la différence de taux entre l'Allemagne et la France, beaucoup plus qu'avec l'Italie. C'est-à-dire que quand l'Italie a une différence de taux d'intérêt, donc l'Italie paye beaucoup plus cher sa dette que l'Allemagne, bon, c'est pas très grave. En France, on peut pas. C'est-à-dire que les marchés regardent ça, et si vous avez des taux d'intérêt qui divergent un peu trop, c'est très vite la panique. Donc on a profité probablement de ça. Et il a probablement en partie raison. Dire que quand je vous dis que les Italiens sont plus pauvres aujourd'hui qu'avant l'euro, généralement les pays du Sud, c'est vrai. Et nous, on n'est pas dans ce cas-là, pas parce qu'on a mieux géré, mais parce qu'on était protégés par notre statut historique de cœur de l'Europe, du fameux couple franco-allemand. Et ça, c'est un truc qui est vachement important, c'est qu'on vit dans cette illusion qu'on est en train de perdre du couple franco-allemand. À mon avis, le couple franco-allemand, c'est fini. Et l'Allemagne, et puis il y a autre chose qu'on oublie, c'est que l'Allemagne, historiquement, l'Allemagne est tournée vers l'Est. L'Allemagne est toujours tournée vers l'Est. On oublie ça, nous on pense, c'est-à-dire qu'on voit ça de notre petit gallocentrisme, et on a l'impression que c'est nous le centre, donc que les Allemands regardent forcément vers nous. Et l'Allemagne, aujourd'hui, se remet à regarder à l'Est, et l'Allemagne fait des partenariats avec l'Europe de l'Est, avec la République tchèque, la Roumanie, toute cette zone d'influence qui est leur zone d'influence historique. Et en revanche, le couple franco-allemand, ça les intéresse, encore une fois, dans la mesure où ils peuvent nous la mettre à l'envers. C'est-à-dire que, quand vous dites le couple... C'est la même chose pour les pays de l'Est, d'ailleurs. Enfin, ils les utilisent aussi... une forme de vassalisation. Oui, mais alors à la différence que, je veux dire, les pays de l'Est, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, chacun est aussi dans sa position. C'est-à-dire que, voilà, vous avez un voisin très puissant à côté de vous, vous composez comme vous pouvez. Nous, on est dans une composition où on parlait d'égal à égal, voire plutôt d'une position de supériorité, parce qu'on avait une armée, parce qu'on avait l'arme atomique, parce qu'on avait tout un tas de choses que la RFA n'avait pas. Et que, en fait, là, maintenant, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que l'Allemagne est en train de nous vassaliser, et on est en train de devenir un vassal plutôt des États-Unis, mais avec l'Allemagne en parrain intermédiaire, quoi. Là, c'est-à-dire que vous avez l'Europe de la défense qui revient sur le devant de la scène. L'Europe de la défense, c'est un serpent de mer depuis 1950. C'est pas pour rien que ça s'est jamais fait au XXe siècle. C'est-à-dire que l'Europe de la défense, qui est un projet américain, c'est un Europe de la défense piloté par l'Allemagne. Et c'est quelque chose, c'est totalement contraire aux intérêts français. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir en ce moment. C'est que derrière le conflit ukrainien, avec les Américains qui se désengagent quand même, ils essayent de se désengager parce que ils ont très très peur d'une sorte de vietnamisation des conflits, les Américains. Et ils sont pas loin. Ils sont pas loin, plus encore à Gaza qu'en Ukraine, mais Biden n'est pas très très loin d'avoir une forme d'exaspération aux États-Unis qui fait que, alors c'est toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé non plus des quantités de soldats, mais ils ont ça très présent à l'esprit, et donc il faut au moins se désengager facialement de l'Ukraine, et ils voudraient bien que ce soit l'Europe qui prenne la relève. Et c'est là où il y a un jeu assez étonnant qui est en train de se placer, c'est-à-dire qu'ils voudraient bien, et donc l'Allemagne pousse un peu avec l'Allemagne, pardon, les États-Unis poussent avec l'Allemagne une Europe de la défense sous parrainage allemand, ce qui est inacceptable pour la France, mais nous tout seuls, on ne peut plus grand-chose malheureusement, mais qui n'est pas acceptable non plus de la part des Britanniques. Et donc là-dessus, on a les Britanniques, on a une alliance avec les Britanniques sur cette question-là. Et c'est aussi ce qui se joue en Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est un petit peu comment va se jouer la défense européenne dans les 30-50 prochaines années. Donc là, c'est compliqué, là, c'est difficile.
Vous parliez tout à l'heure du taux, la différence de taux entre l'Allemagne et la France. Bon, là, on va bientôt avoir d'ailleurs les agences de notation, les 3 principales agences de notation qui vont réévaluer la note de crédit de la France. Pendant combien de temps est-ce qu'on va pouvoir continuer à emprunter sur les marchés financiers au vu du poids de notre dette et puis de nos déficits successifs? Tant qu'il y aura des choses à prendre. Encore une fois, le prix de la dette, c'est pas le taux, c'est derrière, c'est l'influence et c'est derrière ce qu'il y a à récupérer. Donc les garanties. C'est pas les garanties, je veux dire, les garanties, c'est-à-dire que derrière le prix de la dette, vous avez deux raisons. C'est-à-dire que la première chose, c'est que quand même, c'est-à-dire que si le problème dans le projet européen, c'est que si demain la France faisait faillite, est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible, c'est souhaitable en fait. Parce que quand je vous disais que l'Italie a remis au carré ses finances publiques, à peu près, mais que ça n'a absolument pas permis de juguler leur dette, parce que la dette est tellement considérable et les taux sont tellement forts que en fait, les intérêts bouffent tout, et que même si vous avez un solde primaire qui est positif, une fois que vous mettez les frais financiers, vous faites démonter. Donc il y a un moment, il y a 2 choses. Il faut gérer le flux, il faut gérer le stock aussi. On est arrivé à un stade où le stock n'est plus gérable. En France, là. En France, partout. En France, en Europe, aux États-Unis, en Chine. Le stock n'est plus gérable nulle part. Le stock, jamais, aucun grand pays ne remboursera sa dette. Jamais. Mais généralement, c'est le moment où on vous dit bah, c'est pas grave, on n'a pas besoin de rembourser sa dette. Un pays, c'est pas comme un ménage. Bah, non, mais vous n'avez pas besoin de rembourser votre dette rapidement, dans un seul cas, qui est un cas de survie nationale. Ce que les Britanniques ont fait, les Britanniques ont fini par solder la dette des guerres napoléoniennes en 2015. Les derniers comptes soldes, c'est comme ça qu'on appelait les titres de dette, ont été soldés par Gordon Brown en 2015 sur non seulement les guerres napoléoniennes, mais en plus vous aviez les faillites du XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes, vous avez ces grandes faillites que les Anglais avaient eues aussi. Donc ces trucs-là ont été soldés en 2015. Les Anglais sont les seuls, à ma connaissance, à avoir géré un stock de dettes au début du XIXe siècle qui correspond sans doute à ce qu'on a en 2010, par là, un peu avant, un peu après la crise de 2008. On peut peut-être aller jusqu'à 2015, je ne peux pas préciser, mais là, même là, on est passé encore dans une autre atmosphère, on est encore ailleurs. Et les Anglais ont réussi à le faire, notamment parce qu'ils étaient au XIXe siècle, et que le XIXe siècle est le siècle de plus grande croissance économique qu'on n'ait jamais connu de souvenir d'homme. Enfin, on n'a pas de souvenir d'un siècle où il y a eu plus de croissance que le XIXe siècle. Donc, ils ont réussi à le faire comme ça, et ils ont réussi aussi parce que c'était l'Empire britannique et qu'ils avaient derrière une énorme influence dans le monde. On n'a plus tout ça. Donc, jamais la dette ne sera remboursée. Jamais. Il n'y a pas de souci. Et le problème qu'on vous dit ça, c'est à la limite, on pourrait dire c'est pas grave, on n'a pas besoin de la rembourser. Oui, enfin bon, il y a un moment. Vous la remboursez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous laissez vos taux à 0 pour que les intérêts soient pas trop chers, mais dans ces cas-là, vous allez la payer en inflation, cette dette. Soit vous avez des taux à peu près normaux, et si vous avez des taux à peu près normaux, vous n'avez pas besoin, c'est sûr, vous n'avez pas besoin de la rembourser. Et puis votre dette, elle va passer, le service de la dette va passer, les intérêts vont passer de 30 à 50 milliards, à 100 milliards, à 150 milliards, à 200 milliards, et puis si, à la fin, vous êtes mort quand même. Je crois qu'on parle de 46 milliards pour le service de la dette française en 2024. Et plus en 2025 et encore plus en 2027. Ça pourrait devenir, je crois, le premier poste de dépense de l'État. On n'est pas à plus que 2027. Ça. Mais je crois que les estimations varient, mais on est entre 46 et 50 milliards, voire même un peu plus. Ouais, non, mais pour moi, on avait dépassé les 50, mais bon, peu importe. Oui, voilà, typiquement. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez pas, là, cet entretien part un peu dans tous les sens. J'espère, je suis désolé pour vos auditeurs si jamais c'est un peu confus. L'actualité est particulièrement riche en ce moment. En fait, il y a
potentiellement, on arrive à un moment de grande turbulence potentielle financière, parce que on est revenu en régime inflationniste. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que là, il y a eu ça s'est un peu adouci, ça s'est un peu refroidi, donc sur la fin de l'année, trop même. C'est-à-dire quand ils disent que c'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on reçoit pas assez, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'inflation. Quand Bruno Le Maire vous dit je lutte contre l'inflation, en fait, il est dégoûté parce qu'il n'a pas eu assez d'inflation pour pouvoir pour pouvoir avoir une dette un tout petit peu qui n'ait pas l'air d'être totalement dégueulasse. Enfin, si, elle est totalement dégueulasse, dans tous les cas. Mais donc, vous êtes dans un régime inflationniste, et à la fois, le système financier ne peut pas continuer très longtemps avec les taux actuels, et donc tout le monde dit, il va falloir que ça baisse, parce que sinon, vraiment, on arrive dans des moments où ça va exploser, parce qu'il y a tout qui craque. Il y a tout qui craque. Et donc là, vous avez un vrai problème, parce que si vous baissez les taux alors que vous avez de l'inflation, vous faites de l'hyperinflation. C'est un truc, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait ça. C'est-à-dire que moi, je m'étais amusé à faire un peu de prospective en disant, vous allez avoir de l'inflation. Est-ce que j'avais fait ça en 2021 ou 2022 où j'ai dit, en gros, vous allez avoir un épisode inflationniste, vous allez avoir une pause, et puis après, vous allez repartir. Et là, vous avez un risque très important que vous soyez sur un risque hyper inflationniste. C'est-à-dire que d'emballement terminal, j'aime pas le mot, parce que vous pouvez toujours geler le truc. C'est-à-dire faire un truc à la soviétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'hyperinflation pendant 70 ans, à la soviétique. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut. Mais là, pour vous, on est dans le moment, c'était le moment de pause, et ça pourrait repartir. Ça dépend des politiques qu'on va faire. Parce que là, François, justement, toujours ce fameux gouverneur de la Banque de France, il vise, je crois, à peu près 2%, en tout cas d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et il a dit que la BCE pourrait baisser peut-être aussi ses taux d'intérêt début juin. Donc voilà, lui de toute manière il dit que l'inflation va baisser parce qu'il a besoin que les taux baissent, et donc si les taux baissent pas, le système financier est vraiment un risque. Le risque augmente très très vite au fur et à mesure. Le problème, mais ça c'est Charles Gave qui l'a dit il n'y a pas longtemps, excusez-moi, c'est que vous pouvez pas avoir une inflation qui baisse tant que les prix de l'énergie sont aussi chers. Ça marche pas comme ça. Donc vous avez des problèmes d'accès à l'énergie, puis alors vous avez le pétrole, mais de plus en plus vous avez plein d'autres, vous avez aussi tous les minerais. Et alors plus vous passez à l'électrique, plus vous transférez le problème du pétrole vers les métaux. Et en particulier vous avez une très très grosse pénurie de cuivre. Mais là, on est sur 10 ans, c'est pas juste là à l'instant, mais on a des très très gros problèmes de sous-investissement, parce que c'est toujours le problème, c'est-à-dire que des mines, ça pollue beaucoup une mine. Et donc si vous voulez, paradoxalement, vous voulez faire la transition écologique en électrifiant tout, vous devez augmenter massivement le nombre de vos mines. Donc vous avez un énorme problème à ce niveau-là. Donc on est dans un régime inflationniste, et vous avez ce gros problème qui est que vous avez vraiment l'inflation est là et on ne va pas la juguler comme ça, et vous avez une nécessité de baisser les taux. Vous devez baisser les taux en ayant une inflation. C'est pour ça qu'on a parlé plusieurs fois chez vous d'euro numérique. C'est pour ça que vous avez ce besoin d'euro numérique qui est un besoin en fait de contrôle des prix. Et le contrôle des prix, c'est quoi? C'est la gestion de la pénurie. Et j'ai toujours dit, depuis je sais pas quand est-ce qu'on a fait notre premier entretien ensemble, ça commence à faire quelques années, l'euro numérique, je sais pas si c'était dès le premier, mais l'euro numérique, c'est un carnet de rationnement géant. Ce carnet de rationnement géant devient absolument nécessaire à partir du moment où, si vous voulez sauver votre système financier, il faut absolument baisser les taux, vous n'avez pas le choix, et si vous baissez les taux, vous alimentez l'inflation, et si vous alimentez l'inflation, là, tout d'un coup, les gens n'ont plus de quoi se nourrir, et là, vous devez augmenter, vous rentrez dans une logique inflationniste et hyper-inflationniste, parce que vous êtes bien obligé de continuer à distribuer des chèques, et face à ça, vous arrivez en logique de pénurie, de l'inflation, vous passez à la pénurie, et vous passez au carnet de rationnement, et vous rentrez gentiment en URSS. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait une monnaie programmable qui permettrait de restreindre, par exemple, votre accès à un bien ou à un service selon des critères définis j'ai pas révisé. Alors, en fait, ça, c'est très très drôle, parce que
l'euro numérique ne sera pas une monnaie programmable. Attends, c'est quoi? C'est la Banque centrale, effectivement, qui a dit que ça ne devait pas être une monnaie programmable. C'est ça. C'est pas une monnaie programmable, mais vous pouvez... Mais c'est une monnaie... C'est quoi? Ils font un énorme... je suis désolé. Oui, conditionnel. Voilà. Ça pourrait être une monnaie conditionnelle. Merci. Heureusement que vous êtes là. C'est-à-dire que c'est pas une monnaie programmable, ce sont des paiements conditionnels. Une monnaie programmable, un paiement conditionnel, c'est exactement la même chose. Donc, alors là, typiquement, quand vous dites ils disent blanc, ils font noir, et on est en plein dedans. Et ça, en fait, on est en train de casser l'intelligibilité du monde, et quand on casse l'intelligibilité du monde, forcément, il se passe n'importe quoi. Donc, c'est pas une monnaie programmable, mais on fait des paiements conditionnels avec. Voilà, typiquement. Paiement conditionnel est égal monnaie programmable. Mais rigoureusement, j'ai écrit un article là-dessus, vous allez sur Investisseurs sans costume si vous voulez creuser, vous tapez monnaie programmable ou euro numérique, vous allez retrouver. Donc oui, ce sera comme ça. Mais moi, je prends ça comme un aveu. Quand ils vous disent « Non, ce ne sera pas une monnaie programmable, mais on pourra faire des paiements conditionnels », ils ne sont pas cons. Bien sûr que non, qu'ils sont pas cons. Bien sûr que non, bien sûr qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Simplement, c'est de l'enfumage et ils sont hyper forts. Bien sûr que Bruno Le Maire est pas con quand il vous dit moi je suis là pour lutter contre l'inflation et qu'en fait il fait tout l'inverse. Mais ces gens qui viennent vous parler, qui viennent vous expliquer tout ça, ils sont pas là pour gérer, ils sont là pour s'occuper. Ils s'occupent de vous, ils s'occupent pas des affaires. Alors Bruno Le Maire, il a aussi parlé d'ailleurs d'un élan économique puissant pour 2025 et 2026. Il n'a pas le choix. Mais en fait, le truc qui est génial, c'est que on est toujours dans cette espèce d'illusion de la croissance. Voilà, c'est-à-dire que mais c'est pas eux le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est-à-dire que ça fait 50 ans, ça fait 45 ans qu'ils nous la font. C'est bon, on a compris ou pas? Non seulement la croissance économique c'est fini, mais c'est pas grave. La croissance économique vient d'où? La croissance économique vient de deux facteurs. Là, je parle à très long terme, je parle de croissance économique sur des périodes de 50 ans ou de 30 ans. Ça vient de deux choses. Ça vient de la consommation d'énergie et ça vient de l'augmentation de la consommation d'énergie et de l'augmentation de la population. C'est tout. C'est-à-dire que la croissance, c'est ces deux facteurs-là. C'est si vous avez une population qui augmente, vous allez avoir de la croissance. Si vous avez de la consommation d'énergie qui augmente, vous allez avoir de la croissance. Et si vous avez les deux ensemble, c'est encore mieux. Bon, je pense qu'il est établi qu'il ne va pas y avoir une croissance de la consommation énergétique dans les années qui viennent. Peut-être que d'ici 30, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas combien de temps, on va craquer la fusion nucléaire et qu'on pourra se reparler. Optimiste comme je suis, je pense qu'on est plutôt dans une fin d'empire type Empire romain et qui se passera plutôt 800 ou 1000 ans, c'est-à-dire qu'on y est tout près, mais qu'on est en train de tout foirer comme il faut, ce qui fait que tout ce qui n'est pas abouti, à un moment, on va un peu l'oublier et on va mettre 800 ans pour le récupérer. Vous savez, c'est ces trucs, à la fin de l'Empire romain, on faisait des immeubles d'une vingtaine d'étages. Bon, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on refasse des immeubles de 20 étages en Europe. À la fin de l'Empire romain, tous les jeunes garçons savaient lire, écrire, compter, désolé pour les filles. Il faudrait attendre, pareil, très longtemps avant qu'on réapprenne tout ça. Alors, il faut être prudent parce que les populations ont toujours su à peu près lire et quand même. C'est-à-dire que les populations n'étaient pas complètement analphabètes non plus. C'est-à-dire que ça, c'est un peu un mythe de la Révolution, de se dire, avant la Révolution, les gens étaient analphabètes et on a apporté la lumière. C'est pas vrai. C'est pas pour rien que les catholiques sont les meilleurs enseignants en France, historiquement. Ensuite, vous avez tout un tas de choses. Et donc, je pense, tout ça pour dire que si vous voulez avoir de la croissance, il faut avoir une population qui augmente. C'est pas le cas. Et il faut avoir de l'énergie, de consommer plus d'énergie. C'est pas le cas non plus. Et c'est pas avec des éoliennes qu'on va en consommer plus. Vous pouvez en mettre beaucoup des éoliennes. Le Danemark a essayé. Le Danemark a mis plein d'éoliennes partout. Bon, ils ont sponsorisé l'électricité norvégienne. Parce que parce que le problème des éoliennes, c'est que ça fait de l'électricité, mais pas forcément quand on en a besoin. Et puis l'électricité, une fois qu'elle est là, il faut bien l'emmener quelque part. Donc ce qui se passe au Danemark, c'est que quand les éoliennes marchent, mais qu'en fait on n'en a pas besoin, parce que puis c'est toujours pareil, c'est qu'elles marchent toutes en même temps généralement. Du coup, ils la vendent pour rien du tout à la Norvège, qui en profite pour remplir ses barrages avec.
Et quand il fait très froid et qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie et que c'est dommage parce que généralement quand il fait très froid, il n'y a pas de vent, et ben là, la Norvège revend la même électricité, il refait redescendre les barrages en revendant l'électricité au prix fort. Donc bref, tout ça pour dire que les éoliennes, ça fait pas de la croissance, les éoliennes. Donc voilà, donc il n'y a pas de croissance, mais c'est pas grave. La croissance, c'est grave pour eux parce que leur prévision budgétaire ne fonctionne pas sans ça, parce qu'ils ont besoin de croissance, parce que la croissance, ça permet de ne pas avoir à trop équilibrer un truc, parce qu'il va y avoir de la croissance qui va tout réparer et que machin. Ça permet de faire n'importe quoi, un peu d'une certaine manière. Mais non, il n'y aura pas de croissance, c'est pas grave. En revanche, eux, il faut tous les virer, il faut mettre tout en faillite, on recommence de zéro, et là, ça peut éventuellement bien se passer. Alors ça se passera forcément mal, parce qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on fasse ça. Mais là, il y a un moment, tu sais, donc on a 173 milliards de déficit en 2023. C'est-à-dire que là, ils disent « Oh là là, c'est compliqué, il faut qu'on aille chercher 10 milliards. Oh là là, c'est compliqué, il faut qu'on aille chercher 20 milliards. » Il ne faut pas aller chercher 10 milliards, il ne faut pas aller chercher 20 milliards, il faut aller chercher 173 milliards, il faut aller chercher 200 milliards, sans faire faillite. Oui, puisque là, Bruno Le Maire nous avait parlé de 2 fois 10 milliards cette année, et puis 20 milliards, je crois, en 2025. Ouais, mais encore une fois... Donc c'est une goutte d'eau pour vous, en fait, par rapport à la taille du déficit. Alors, deux choses. Donc en 2019, si on veut revenir en 2019, ou encore une fois, 2019, c'était pas la panacée. C'était moins pire, pour parler comme on fait aujourd'hui. Donc 2019, 90 milliards. Aujourd'hui, 173. Vous voulez revenir à la situation pré-Covid, donc déjà, encore une fois, qui n'est pas satisfaisante. Il faut aller chercher 83 milliards. Donc 10 milliards ci, 20 milliards là, ou alors il faut le faire pendant 5 ans d'affilée, sauf que non, c'est pas là, les coupes qu'ils font, c'est pas des trucs que vous pouvez faire 58. Et en plus de ça, le truc qui est magique, c'est que ils ont tout fait pour que ça marche pas. Parce que au moment en 2020, au moment du pendant la grande poussée de quoi qu'il en coûte, donc à ce moment-là, le gouvernement en gros a fait voter, a fait signer le Parlement une page blanche pour son budget. Et du coup, t'es signé là, et puis on va s'occuper de dépenser ce qu'il faut. Et donc c'est à ce moment-là où ça a dérapé, où on a fait n'importe quoi. Et les gars, ils sont pas fous, ils ont mis 36 milliards de côté. Il y a 36 milliards qu'ils ont fait voter, qu'ils n'ont pas dépensés. Et ces 36 milliards, c'était donc de fonds d'urgence pour le Covid, crédit d'urgence pour le Covid, et donc ils ont chopé 36 milliards. Puis à la fin de 2020, 36 milliards là qui ne sont pas dépensés, et qui ne sont pas comptés dans la dette de 2020, dans le déficit de 2020, mais il y a 36 milliards de crédits ouverts qui, soit vous les annulez, soit vous les reportez à l'année d'après. Ce qui est une pratique courante dans l'administration, quand vous avez ouvert des crédits mais que vous n'avez pas réussi à les dépenser, je dis des conneries, je sais pas, vous devez embaucher 100 personnes, vous avez réussi à en embaucher seulement 50, mais vous avez quand même besoin d'en embaucher 50, et du coup vous allez le faire entre janvier et mars de l'année d'après, ben oui, vous faites un report, c'est normal. Et donc depuis toujours, vous avez un report qui est généralement de l'ordre de 1 milliard. Un peu plus, 1 milliard, 1,5 milliard, chaque année, vous reportez un peu, ce qui n'est pas déconnant. Là, vous passez de 1 milliard à 36 milliards. Oui, dedans qu'il y a aussi, je crois, une limite dans le montant que vous pouvez reporter. Oui, alors il y a une limite théorique de 3% justement pour éviter ce truc-là, mais là, à 36 milliards, on était à 8%, et puis on s'en fout. Mais de toute manière, ces trucs-là, ils s'en foutent, mais complet. Hein. Parce que je crois que cette limite de 3%, elle est quand même inscrite dans la loi organique relative aux lois de finances. Oui, ils ont quand même fait 36,7 milliards de crédits en 2020. Ça faisait pas 3%. Ils l'ont fait. Hein. C'est 8% et quel plus de 8%. Ouais, c'est 8%. Donc il y a un moment, si tu veux, le respect de la loi, c'est que quand ça les arrange. Hein. Donc ils ont ces 36 milliards qu'ils ont reportés. Et donc, on dit, bon, ok, on a ces 36 milliards, donc on va les reporter sur 2021, parce qu'on va peut-être en avoir besoin en 2021. C'est-à-dire que fin 2020, dans l'imaginaire collectif, on n'est pas sorti du Covid encore. Donc pourquoi pas. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, donc, ces 36 milliards, ils les ont pas effacés, ils les ont réaffectés. C'est-à-dire que de crédit d'urgence, ça a été transformé en crédit de relance, et de crédit de relance, ça a été transformé en simplement crédit tout court, crédit ordinaire. Donc c'est très important, c'est qu'on a affecté 36 milliards pour le Covid, qu'on a reporté,
et qu'après on a transformé, ni vu ni connu, vas-y je t'abuse, et on se retrouve, et alors bien évidemment en les dépensant par-ci par-là quand même, c'est-à-dire que la cagnotte, ils ont commencé à les dépenser, et on se retrouve là, donc début 2024, avec encore 16 milliards de reports, donc qui ont des choses qui ont été votées en 2020 pour le Covid, et que l'administration, et dont l'administration dispose à discrétion. C'est-à-dire qu'on a donné 36 milliards au gouvernement en 2020 pour gérer le Covid. On a donné beaucoup plus que ça. Mais eux se sont dit, bah, ces 36 milliards, on va se les mettre de côté, on va les utiliser pour autre chose. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Je suis sûr que vous trouveriez plein de juristes pour vous défendre la légalité de ces trucs. Moralement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et le truc qui est génial, donc ils ont ces 16 milliards, ce qui fait que si jamais l'administration n'a pas assez d'argent, c'est-à-dire que si le Parlement, si les députés et sénateurs ne donnent pas assez d'argent, parce que c'est quand même eux qui votent le budget, et ben eux, ils ont ce petit coffre de 16 milliards qui leur permet de rallonger. C'est comme ça qu'on passe de moins 4,9% de déficit fin 2023, au mois de décembre, à « oh merde, en fait, on est à moins 5,5 en février, ou mars ». Je veux dire, il y a pas, l'exercice s'arrête le 31 décembre, donc il y a un moment, si tout d'un coup le truc s'est creusé comme ça et que les députés se sont réveillés en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Que vous ayez des dérapages pendant l'année et que vous ayez des lois de finances rectificatives petit à petit, mais que là, tout d'un coup, au mois de décembre, on leur dit 4,9 et au mois de mars, on leur dit 5,5, je crois que c'est Charles de Courson qui a poussé une gueulante au micro en disant « mais à quel moment vous nous informez, en fait ?» Et ça, c'est ces crédits-là qui permettent ça. Et là, on continue. Donc, comme bien évidemment le budget est voté avec les pieds, enfin, tout ça, on est dans un truc qui est totalement impilotable, on fait n'importe quoi, ça fait très longtemps qu'on tord les règles comptables dans tous les sens, ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué d'y comprendre quoi que ce soit. Je ne sais pas comment les députés et les sénateurs font pour comprendre, pour vous accepter de voter ces lois-là. C'est invotable, c'est-à-dire que ça devient inintelligible, tellement c'est stupide, quoi. Et donc, forcément, entre ce qui a été voté pour la loi 2024, donc la loi de finances 2024, elle est déjà obsolète. Il faudrait faire une loi de finances rectificative. Sauf que Emmanuel Macron ne veut pas de loi de finances rectificative, surtout avant les JO, parce que si vous commencez à remettre le nez dans les comptes dans les JO, avant les JO, ça va faire sale. On va peut-être se rendre compte que dans le fric qui dérape, il y a peut-être un peu de fric aussi qu'on pourrait lier aux JO, et que en fait les JO, ils sont en train d'essayer de vous vendre le truc que c'est une formidable appel d'air économique, ça va faire créer plein de croissance. Non, c'est pas vrai, mais ça tout le monde le sait, les Jeux Olympiques, ça brûle du fric, ça crée pas. Ça crée pas d'activité nette. Donc il a refusé ça. Et donc vous avez, mais ça c'est Husson, le sénateur qui est de la commission des finances, qui a dit ils vont réussir à ne pas faire de loi de finances rectificative en allant piocher dans ces 16 milliards. Et donc en fait, vous avez une administration qui, comme ça, prend son indépendance du Parlement, et les gars font n'importe quoi. Donc, comment voulez-vous... C'est-à-dire que les gars, ils ont fait ils ont mis leur petit beefsteak, ils ont leur petit frigo par derrière, les mecs qui sont au régime, et ils ont leur petit frigo pour aller choper leur bière, leur pizza, leur machin. Je suis désolé, je parle de manière un peu vulgaire, mais on est là-dedans. Les mecs, ils se mettent au régime avec un frigo plein dans l'arrière-cuisine, chut, il faut pas le dire. Ils nous mettent au régime. Oui, ils nous mettent au régime. C'est quand même le budget de l'État qui est censé repasser sous les 3%. Donc eux sont officiellement au régime. Et ils sont au régime avec un frigo plein derrière, en rajoutant 11 000 emplois hors armée net à un moment où ils seraient plutôt censés en faire moins. Enfin, c'est un truc, c'est du grand n'importe quoi. La Macronie est destructrice à cet effet, mais c'est vraiment... On n'était pas bien en 2019, mais alors là, même en... c'est très... Enfin, ce qui est inquiétant, c'est non seulement on a des chiffres qui deviennent débiles, mais on perd l'intelligibilité, parce qu'ils ont progressé. Ils ont accéléré partout où on leur demandait de freiner.
Ils ont fait exactement l'inverse. Souvenez-vous, 2017, Macron, le jeune cadrat de chez Rothschild, qui a gagné une petite fortune, qui est un gestionnaire de génie, qui va faire rentrer la société civile aux affaires, et qu'il faut mettre dehors cette vieille génération de politiques qui savent pas ce que c'est que la vraie vie. On va mettre des gens, on va mettre des chefs d'entreprise, on va mettre des cadres, des gens qui savent ce que c'est que de gérer un budget. C'était ça la promesse de Macron, hein. Oh. Eh ben, au final... La fameuse Startup Nation. Ah ben, la Startup Nation, plus 900 milliards. Hein. Et moi, vraiment, le message le plus important que je veux faire passer, c'est que la dette ne se paye pas demain, elle se paye en ce moment. C'est aujourd'hui que ça se paye. C'est de l'inflation aussi. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'avoir toute cette inflation-là. Si on avait vraiment été maître de notre énergie, si on n'avait pas eu ces espèces de trucs à la con, où on est obligé de revendre une partie de notre électricité à des opérateurs privés, et que si vous prenez donc la hausse des tarifs d'électricité, vous vous remettez en 1998 ou je sais pas quoi, bah, nous on s'en fout. C'était l'inverse qui se passait, c'est que non seulement on chauffait tout le monde, mais en plus on récoltait plein de fric de tous les voisins qui avaient besoin de notre électricité. Donc en temps normal, c'est-à-dire que le gros épisode de problème, c'est qu'on aurait dû financer les hausses de pétrole avec les gains qu'on gagnait en exportant notre électricité. En 2019, on est encore les premiers exportateurs d'électricité au monde. Vous imaginez si... Enfin, c'est des trucs. Donc vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez... Donc on s'est fait prendre Alstom. Je vous rappelle qu'ils nous ont revendu Alstom, mais on n'a toujours pas récupéré. Hein. C'est le DOJ qui s'y opposait. Enfin, l'administration américaine s'y opposait. On a perdu Technip, on a perdu plein de grandes boîtes comme ça. Vous avez... vous avez toutes les histoires d'IA qui arrivent. Bon, bah, l'IA à la française, vous oubliez tout de suite. Donc toutes les données, vous oubliez. Enfin voilà, vous voyez très bien. Et d'un autre côté, donc là, ils vous disent, oh regardez, on monte pas les impôts et machin. Il y a un truc dont on parle pas, c'est que les comptes de la Sécu, eux, sont positifs cette année. Alors bon, ils se traînent une grosse dette. Hein. Ils se traînent une grosse dette, mais ils ont vachement bien fait leur réforme de l'assurance chômage. Ça, ils ont vachement bien fait. Hein. Et quand vous avez Bruno Le Maire qui vient dire « Non, mais c'est quand même pas possible, on peut pas laisser ces gens gérer, on peut pas laisser en gestion paritaire l'assurance, il faut que l'État reprenne la main sur l'assurance chômage », c'est que maintenant qu'ils ont rendu le truc excédentaire, ils veulent récupérer le fric. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous rendez l'assurance chômage excédentaire? C'est-à-dire que vous payez pour l'assurance d'avoir de quoi survivre si vous perdez votre boulot, bah, là-dessus, ils veulent aller choper le surplus. Ils veulent vous redonner moins que ce que vous avez cotisé dans l'ensemble, et ils veulent récupérer le fric. Donc, on est en train... là, c'est maintenant que ça se passe. Là, vous vous faites avoir par l'inflation. Vous vous faites avoir quand BlackRock veut monter au capital. Vous avez encore énormément de choses à faire. Moi, je ne serais pas étonné que BlackRock monte au capital des grands groupes français dans les années qui viennent. La France est un marché qui a très bien résisté jusque-là, et je pense qu'ils vont essayer de l'ouvrir. Alors là, c'est de la prospective, ça c'est là, j'ai pas de, je peux pas vous dire, voilà, c'est du ressenti. Mais moi, à mon avis, ça me paraît très. C'est-à-dire que si j'étais à leur place et que je me mettais dans leur état d'esprit, je ferais pas autrement. C'est-à-dire que j'irais effectivement, je chargerais mon exposition à la dette française, ce qui est une manière d'armer mon canon. Et puis une fois que j'ai bien armé mon canon, je vais les voir et je vais imposer ma loi et je vais monter au capital des groupes français et je vais récupérer les dettes françaises et je vais récupérer les retraites françaises. Ça peut durer longtemps encore. Hein. Ou alors, il y a un moment, ça peut aussi s'arrêter beaucoup plus vite que ça, si on n'arrive pas à réconcilier inflation et la nécessité de la baisse des taux. Alors, vous avez un risque qui est réel. Hein. Vous avez un risque qui est réel, qu'on n'arrive pas à juguler à la fois la nécessité de baisser les taux avec l'incapacité à contenir l'inflation. C'est ça, en gros, ça veut dire hyperinflation. Mais l'hyperinflation, si on a un euro numérique qui arrive, si on passe en mode rationnement, le rationnement, pas parce qu'on a déconné, hein, mais parce que la planète vous le demande,
c'est bien, soyez fiers d'être rationnés. C'est pour oui, là, vous voulez dire qu'en fait, ce serait la justification au rationnement. Mais c'est ça, en fait, moi, de ma position, c'est absolument... C'est toujours au nom du bien, de toute façon. Mais oui, mais c'est toujours au nom du bien. Les pires conneries se font toujours au nom du bien. Mais quand je vous dis qu'on rend le monde inintelligible, c'est terrible. C'est-à-dire que la question écologique, qui est réelle, est détournée, dans cette logique-là. Mais ça, moi, de mon point de vue, c'est évident. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez ce problème de baisse des taux et d'inflation que vous allez devoir, et que cette inflation qui est là amène de la pénurie, et cette pénurie amène forcément du rationnement, ce rationnement, ça a bon dos de le mettre sur le dos de l'écologie plutôt que simplement un système financier qui est devenu totalement dysfonctionnel et qui a pris une taille disproportionnée, mais façon mammouth. Mais là, en cas justement de ce que vous dites, de rationnement, de pénurie, de choses comme ça, on pourrait aussi avoir un risque de mouvement de colère, de grogne sociale très très important, d'autant qu'il y en a eu quand même plusieurs ces dernières années. Donc là, si on continuait finalement dans cette voie-là, ça pourrait exploser... L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Ah, j'aimerais bien. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire, c'est Ruffin qui a cette très belle formule, il l'a sûrement piqué à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, je veux pas dénigrer Ruffin, mais je pense que c'est pas... Donc ouais, le peuple, moi je crains, et en fait, disons-le comme ça, moi je crois sincèrement qu'on est dans une époque qui est celle de la chute de l'Empire romain. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que alors bien sûr, il y a des moments de grand cataclysme où là, c'est des choses qui arrivent, mais la chute de l'Empire romain, ça se fait sur plusieurs siècles. Donc après, vous avez de la chance ou vous n'avez pas de chance. Bon, effectivement, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents maintenant ont vécu des périodes un petit peu sombres quand même, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un truc comme ça. Mais on n'est pas non plus à l'abri d'avoir des choses qui se font un peu plus doucement, et où en tout cas, même si d'un point de vue général, ça se passe très très mal, on peut quand même bien vivre en France aujourd'hui, plutôt à la campagne qu'en ville, plutôt en étant autonome, plutôt en reconstruisant notre société parallèle. Ce qui est compliqué, hein, parce que c'est pas parce qu'on reconstruit notre société parallèle qu'ils vont pas venir nous ponctionner et qu'ils vont pas venir nous gonfler. Hein. C'est des choses qui sont dures, c'est des choses qui sont douloureuses, ça demande une forme d'héroïsme. Hein. Mais il y a des choses, à mon avis, cette recomposition est en train de se faire à ce niveau-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on est historiquement dans une période de déclin qu'on vit mal. C'est-à-dire que il y a des périodes, le 19e siècle, qui est une des périodes de plus forte croissance, encore une fois, qui est la période, en tout cas en Europe, de plus forte croissance qu'on ait connue, de mémoire. Il y a plein de gens qui ont très mal vécu cette période-là. Hein. Et à l'inverse, le déclin dans lequel on est, il y a beaucoup de gens qui peuvent très bien le vivre. Simplement, déjà, à mon avis, faut pas trop m'écouter non plus. Hein, c'est-à-dire que c'est important de se rendre compte du monde dans lequel on est. C'est important de sortir de la névrose dans laquelle ils nous mettent. Donc écoutez-moi quand même pour sortir de cette névrose. Faut arrêter de vouloir la croissance à tout prix. Faut arrêter de vouloir sauver le monde, sauver l'Ukraine. Il faut arrêter de vouloir faire la révolution de l'intelligence artificielle. Faut arrêter de vouloir mettre des éoliennes partout. Faut revenir à des choses beaucoup plus simples que ça. Eux devraient aller cultiver leur potager. Nous aussi, il faut aller cultiver. Au moment de la chute de l'Empire romain, les populations migrent vers les campagnes, vers les montagnes, et on a une vie de village qui se redéveloppe. Alors c'est sûr que ces moments de transition sont toujours douloureux. C'est-à-dire que quand tout d'un coup vous avez des grands déplacements de population, ça se fait pas sans heurts, ça se fait pas sans guerre, ça se fait pas sans... Donc oui, on risque de se taper une troisième guerre mondiale. Ça, c'est possible. Mais il y a un moment, c'est-à-dire que on peut rien y faire. C'est-à-dire que c'est pas vous, c'est pas moi qui allons pouvoir empêcher la troisième guerre mondiale, parce que non, moi je suis contre la troisième guerre mondiale. Oui, bien sûr, je suis contre la troisième guerre mondiale. Ça, je peux rien y faire. Vous pouvez rien y faire, vous pouvez rien y faire, vous pouvez rien y faire. En revanche, le comportement collectif d'un peuple, lui, peut tout. Prenons un exemple tout simple. C'est-à-dire que si, collectivement, on avait refusé le pass sanitaire, il n'y avait pas de pass sanitaire. Mais ça... Pour refuser le pass sanitaire, il ne faut pas dire « je suis contre le pass sanitaire ».
où il faut pas l'utiliser. Et il faut faire confiance, et c'est ça être un peuple, c'est avoir confiance que, en fait, on partage tous à peu près les mêmes problèmes, qu'en fait, on n'est pas tout seul, et que ce que je fais, je sais que je le partage avec mes copains, avec le peuple qui est autour de moi. Et en tout cas, peut-être ce que vous allez pouvoir faire, c'est reconnaître les gens qui sont dans cette même démarche-là, et vous allez pouvoir commencer à vous agréger petit à petit, faire des petits points de concentration, et puis après, ces petits points vont s'agréger eux-mêmes, et peut-être il va se passer quelque chose. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que faut rien espérer du haut, faut rien espérer d'en haut. Faut pas espérer l'homme providentiel, faut pas espérer que les Américains vont venir nous sauver, ni Macron. Marine Le Pen va pas nous sauver. Si Marine Le Pen passe, il y aura des trucs qui sont un peu mieux, des trucs qui sont moins bien. Ça va pas changer. Je veux dire, Mélanie ne sauve pas l'Italie. Donc, y a rien, absolument rien à l'horizon qui va vous sauver. La seule chose qui peut vous sauver, c'est vous, et ça implique de changer radicalement de vision du monde par rapport à celle qu'on vous sert. C'est-à-dire qu'on vous sert le grand monde, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui s'élève contre le réchauffement climatique. Non, c'est vous dans votre jardin, à faire pousser vos tomates et à les partager avec votre voisin qui lui aussi s'est recomposé à petite échelle. Moi, c'est que comme ça que je le vois. Et très franchement, autant il n'y a aucun souci, le constat est merdique, et je vous ferai pas un constat, je vous donnerai pas de l'espoir sur le constat. Le constat est merdique. Mais en même temps, le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est dans ce qu'on fait. Le bonheur, il est dans la famille. Ah, c'est sûr qu'on vous détruit vos familles. Mais personne vous oblige. Personne vous oblige à tout ça. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Mais on a le choix. Moi, je pense que le choix, c'est de faire. C'est pas de gueuler, c'est de faire les choses à un moment. Merci beaucoup pour cette discussion, Guy de Lafortane. Merci à vous pour votre invitation. J'espère. Merci.